Il y a eu la télévision avant lui, après elle n'a plus jamais été pareil. Hardisson, Thierry. Merci. Quel bonheur Bonjour. Thierry de dire. Moi aussi, très heureux. Non mais chapeau. Chapeau parce que là on va parler d'une chaîne YouTube, c'est le HardyTube. Ouais. Hein, c'est une chaîne où on va revoir des tas d'émissions qui ont marqué l'histoire de la télévision avec vous. Je sais pas si elles ont marqué l'histoire de la télévision, mais moi, elles m'ont marqué. Non, l'idée, c'était effectivement, on avait fait avec Lina un site il y a une dizaine d'années avec un coffret. Et là, ils m'ont dit, pourquoi on ferait pas une chaîne sur YouTube qu'on appellerait l'HardyTube. Bon, voilà. Et on a eu toutes les émissions de France 2, d'Antenne 2, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a obtenu de M6 d'avoir les émissions de Paris Première. C'est-à-dire qu'on a Paris Dernière, Rive Droite, Rive Gauche, 93 Faubourg Saint-Honoré. Là-dessus, j'ai appelé TF1 pour qu'ils me donnent ma toute première émission qui s'appelait Descente de police. Et là, bon, puis ils me l'ont donné. Gilles Pélisson a été magnanime. Il m'a donné l'émission. Donc aujourd'hui, on a pratiquement, à part les terriens, à part ce qui est sur Canal, il y a donc on va pouvoir voir tout ça librement comme ça sur, et même, sur et YouTube. surtout des pépites, des raretés. Il y a des trucs, il y a des pilotes, il y a des émissions qui sont passées 2 fois. C'est-à-dire, il n'y a pas que des émissions qui sont passées. Il y a aussi des choses qui ne sont jamais passées. Par exemple, j'avais inventé une chaîne en direct 24/24 qui s'appelait Free One, que Bolloré m'a piqué pour faire Direct 8. Mais il l'a dit, il le dit. Ah oui. Il le dit, ah non, oui. c'est pas... Il le dit. Ça pique beaucoup à la télé. Oui, il le dit. Non, mais il m'a dit, je vais montrer la cassette pilote, donc. Et il l'a regardé, il m'a dit, non, c'est trop déconnant pour nous. Que 3 ans après, ou 4 ans après, il faisait quand même Direct 8. Mais disons que cette chaîne, qui a été quand même la première chaîne en direct 24/24, avant le Loft, qui n'est jamais sorti parce qu'on n'est pas arrivé à financer le projet, elle est sur HardyTube. C'est incroyable. Il y a plein de choses. On va en reparler, Thierry, parce qu'on va revoir des images. On a tellement envie de revoir des archives, comme on dit. Mais c'est tellement actuel. Ouais. D'abord, regardez ça. C'est un document. C'est les pionniers de la télé. On en parle tout de suite. Regardez. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voici l'ORTF. De Gaulle première. Un jouet imaginé et contrôlé par le général de Gaulle. Et voici la couleur. Un jouet extraordinaire pour les pionniers. On a la chance d'avoir un train électrique comme la télévision. Il faut s'en servir au maximum. Guilux, je vous propose d'annuler le jeu. C'est pour la caméra invisible. Et c'est surtout notre jouet préféré. La première chaîne, il y a des programmes qui me cassent les pieds, alors je passe sur la deuxième. L'aventure aura duré 10 ans. Ça, c'est incroyable. Hein. Ils ont inventé la télévision. C'est-à-dire qu'on s'est dit avec Philippe Tullier et Lina qu'il fallait qu'on montre aux gens ce qu'était l'ORTF. Parce qu'en fait, l'ORTF a souffert d'une très mauvaise image. On disait c'est la télé du général. Ouais. D'ailleurs, c'est le titre du premier épisode. Oui, parce que c'est vrai que c'est la télé du général. Père Fitt, le ministre de l'Information, appelle directement le présentateur du journal. Sauf qu'honnêtement, entre nous, ça n'a pas beaucoup changé. Ah oui? Entre nous. Non, c'est pas vrai. Non, Thierry, vous avez des révélations, là. Oui. Le ministre appelle directement non, aujourd'hui... pas le ministre, le directeur de cabinet. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, quand on vous parle de l'ORTF, on dit toujours ça, sauf que derrière ça, il y avait une bande de gens incroyables qui avaient un studio à eux, c'est-à-dire les Buttes Chaumont. Ils étaient payés au mois, donc il n'y a pas de problème de budget, de machin, de voleurs de patates. Ils avaient que ça à faire. Ils avaient des décors, des caméramans, des costumes, des coiffeurs, des maquilleurs, et c'est Hollywood. C'est exactement le principe d'Hollywood. C'est un Hollywood républicain, un Hollywood laïque. Et ils ont inventé des trucs. On prenait Daisy de Galard, Dim Dam Dom, Jean-Christophe Averti. On voit Denise Glaser là sur la photo derrière Denise Glaser, je vais vous dire un truc. Denise Glaser, elle est extraordinaire. Quand j'ai travaillé sur ce documentaire avec Philippe Tullier, Denise Glaser, un jour, mais ça c'est incroyable, parce que même moi, j'aurais pas fait ça. Un jour, elle est en face de Gainsbourg, comme ça. Gainsbourg est assis, il est midi, elle fait son émission Discorama. Chaque semaine, elle recevait des artistes de la chanson. Et elle regarde Gainsbourg, elle lui fait « Ça va pas à vous. Ça va pas à vous. » Non mais, comment tu dis ça à quelqu'un pour commencer une émission? Ça va pas à vous. Une femme extraordinaire qui devait être psychanalyste et qui finalement a fait la psychanalyse de la télé. Il y a des interviews de Léo Ferré, il y a des interviews de alors son destin va finir mal. Elle est morte toute seule. Voilà. Et puis alors, il y a d'autres personnages. Il y a Zitron, il y a Drucker, il y a Guilux, il y a Averti. Guilux, par exemple, est très sous-estimé. C'est-à-dire que, Averti, Daisy Galard, Denise Glaser, François Chalet, ces gens-là ont quand même une bonne cote. Guilux a toujours été méprisé. Ce qui est dommage, parce que je pense
que Guy Lux est un incroyable inventeur. Bon, on dit qu'il a inventé le tiercé, je sais pas si c'est vrai, mais on l'a beaucoup dit. Il a inventé le palmarès des chansons, mais il a inventé des tas d'émissions. Par exemple, il y a une émission que j'adore. C'est un jour, il est là, donc ça s'appelle La question lumière, et il dit, il y a 3 chanteuses, et il dit, est-ce que vous voulez que Charlotte revienne la semaine prochaine? Alors, si vous voulez que Charlotte revienne la semaine prochaine, la ville d'Angers, allumez la lumière. Donc il avait un compteur de la consommation électrique de la ville d'Angers, et quand ça atteignait un certain truc, la fille revenait la semaine après. C'est pas très écolo. Hein. Non, maintenant il faudrait éteindre la lumière maintenant. Mais après, la semaine d'après, c'était la ville de Nancy, allumer la lumière. Enfin, il avait des idées. Enfin voilà. Alors il y avait les Vachettes aussi, Interville, il y avait tout ça, il y a des gens personnages sympathiques, très culturels. Parce qu'on a beaucoup dit, oui, c'est vrai Thierry, que c'était une télé asservie, etc. Mais on sent, bon sang, il y avait de la joie de vivre, oui, non, il y avait de l'inventivité, il y avait les Shadocks, il y avait les raisins verts qui faisaient scandale. Jean-Christophe Averti, le fameux bébé à la moulinette, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que une fois que le journal télévisé était passé, et c'est vrai que l'information était pesante, enfin c'était l'époque aussi, on voit Zitron qui tresse les louanges. On était dans les années 60, on n'était pas... C'est avant 68, c'est l'époque du général, de Madame de Gaulle, tout ça, on sait tout ça. Simplement, il ne faut pas que ça nous empêche de voir la formidable audace et la créativité de ces gens-là. Pierre Sabag est un type incroyable. Enfin, c'est quand... Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce documentaire, je vous cache pas. Oui, d'ailleurs, on apprend que c'est le général qui dit il faudrait mettre du théâtre à la télévision, ou qui dit tiens, ça serait bien de faire un Interville européen, on fait Jeux sans frontières. C'est quand même, le général a des idées. Très impliqué, ce qui prouve la modernité du général de Gaulle quand même, parce que vu qu'il était né quand même au début du XXe siècle, quand il se retrouve à 70 et quelques à la tête de la France, il se préoccupe quand même qu'il y ait des bonnes... C'est fou. Alors vous, tiens, on va avoir des images, Thierry. Non, c'est pas le général, mais je sais pas qui, quand vous faisiez bien de bain de minuit avec qui, il vous appelait pas pour vous dire... Non, moi je vais vous dire, j'ai toujours joui d'une liberté totale, il faut dire ça à la vérité. J'ai toujours vraiment bénéficié d'une grande liberté. Quand j'étais sur Canal, on m'a demandé une fois de couper un truc, mais la plupart du temps, on m'a jamais rien demandé de couper. Alors on va avoir des images d'ailleurs. Regardez, ça c'est l'ambiance bain de minuit. Ça c'est bain de minuit, oui. Chez toi, ta femme, elle t'appelle Vincent ou Alice? Vincent. Alice. Non, le plus souvent, elle m'appelle stupide, ou elle me dit hey, connard, tu t'amènes? Ça vous gêne le côté paparazzi de la célébrité, dont vous avez été quand même assez victime? Il y en a eu pas mal, oui. C'est la première émission. En fait, j'ai commencé sur TF1, j'ai fait une émission qui s'appelait Descente de police, qui a été supprimée au bout de 6 numéros. Après, j'ai fait pendant toute une saison une émission qui s'appelait Scoop à la Une, qui était un jeu très gentil. Et puis un jour, j'ai la possibilité, sur la 5, donc de Berlusconi, de faire l'émission que je voulais. Et j'ai fait, en fait, si on peut comparer, Bain de minuit, c'est la haute couture. Et Lunettes noires pour nuit blanche, c'est le prêt-à-porter. Ça, dans cette émission-là, c'était vraiment, c'était extraordinaire parce qu'on faisait tout ce qu'on voulait. Et j'ai fait venir tous mes copains, là. On a vu Étienne Rodagil, Françoise Sagan était là, il y avait Mel Brooks, il y avait Francis Bacon. En plus, c'était ma première émission, mais j'avais un casting de ouf. J'ai fait venir Simone Veil, Chaban-Delmas, Arlette Laguillet, Krasuki, qui était quand même un sacré bolcho, Krasuki. Je les ai fait venir au bain-douche. C'était vraiment génial. Alors maintenant, on a double jeu, tiens. Double jeu qu'on pourra voir donc sur Arditube. On peut tout voir sur Arditube. On va voir des double jeu, c'était quoi l'idée? Double jeu, l'idée, en fait, il y avait plusieurs idées. Mais la principale idée, c'était basé sur Info Intox. C'est-à-dire qu'on montrait aux gens des sujets qui auraient pu passer dans le journal télévisé et on leur disait, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Il y avait des moments avec des trucs absolument incroyables, mais comme ils étaient vrais, ça c'est l'arrivée, ça c'est... avec Gainsbourg quand même. Derrière, j'ai une touche Ardisson. C'est quoi la touche Ardisson? La touche Ardisson, c'est quelqu'un qui, avant de faire de la télé, moi j'avais de la télé très, très vieux, j'avais 35 ans quand même. Donc j'ai pas commencé à 18 ans. J'ai commencé à 35 ans après avoir fait de la publicité pendant 20 ans. Et dans la publicité, vous apprenez à passer 3 mois sur un 30 secondes. Donc tout est chiadé, la lumière, le son, le machin, bah oui, bon. Et quand j'ai fait de la télé, il n'y avait plus l'annonceur pour me dire ce qu'il fallait faire et pas faire. J'étais entièrement libre, mais j'ai apporté le même soin à faire mes émissions qu'à faire des spots de 30 secondes. C'est-à-dire tout était vraiment léché. Et c'est vrai, je regrette d'ailleurs que quand on voit le RTF, on voit le soin qu'ils apportaient à l'image, à la lumière, au générique.
Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, la plupart des émissions, c'est de la radio filmée. Il n'y a plus d'esthétique comme ça, parce que quand on pense à vos émissions, Thierry, parce que les gens, comme on dit en bon français, c'est chiadé. Oui, mais les gens, merci, mais c'est vrai, les gens économisent, parce que la lumière, ça coûte cher, parce que les génériques, ça coûte cher, parce que si, parce que là. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on fait des émissions un peu au rabais. Puis, il n'y a plus, je vais vous dire pourquoi non plus, il y a plus de critique. C'est-à-dire que le cinéma français a décliné à partir du moment où il n'y a plus de critique. C'est-à-dire, comme dit Edgar Morin, les chiffres ont gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous dit plus qu'un film est bien, on vous dit qu'il a fait 1,5 million d'entrées. Donc il est bien. Ouais. Un film qui fait 300 000, donc il n'est pas bien. Ouais. Les chiffres ont pris le pouvoir. La télé, c'est pareil. Il n'y a plus de critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit l'émission d'Ardisson, elle a fait 1 million, elle a fait 1,5 million, etc. Mais on ne dit plus est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'est pas bien. Ouais. Dans la presse, vous n'avez plus de critique. Moi, quand j'ai fait justement Double Jeu, Libération avait fait une double page. Et pas que pour me tirer les pompes. Libération avait analysé l'émission. Ils analysaient. À partir du moment où il n'y a plus de critique, tout le monde s'en fout. Oui, mais en fait, il fallait quand même être gonflé, Thierry, pour faire certaines émissions. Je pense à Paris dernière, on va voir des images. Ouais. C'est un concept complètement nouveau, où on se balade dans Paris avec une caméra en accéléré, comme on voit là. On va peut-être se retrouver chez Michou. Voilà, j'étais souvent viré, moi. Ouais. Donc j'avais été viré une énième fois, et j'étais au Chaume-du, vraiment, pendant 2 ans. Et là, je suis allé voir Paris Première en leur disant laissez-moi l'antenne la nuit, je me payerai avec les recettes publicitaires. Donc, je leur proposais de faire une chaîne parallèle la nuit sur Paris Première, qui s'appelait Paris Dernière. Et celui qui dirigeait ça, Cyril Dupeloux, me dit mais qu'est-ce que vous croyez que vous allez vivre avec les recettes nocturnes de Paris Dernière, de Paris Première? Il m'a dit écoutez non. Il m'a dit mais pourquoi vous ne me faites pas une émission? Et j'ai inventé cette idée de caméra subjective, donc, et c'était la première émission au monde, et la dernière, j'en ai jamais vu d'autres d'ailleurs, en caméra subjective, ce qui me permettait d'aller partout. Ouais. Parce que vous, quand vous dites inventer, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est mon métier. Vous avez inventé sans arrêt des choses qui n'existaient pas, qui d'ailleurs a dérangé, a bousculé les habitudes. C'est mon Il fallait avoir du culot, quoi. Ouais, mais en fait, moi, vraiment, je suis animateur. Vous me recevez en tant qu'animateur, producteur. Mon vrai métier, c'est concepteur. Et moi, depuis l'âge de 19 ans, ça fait donc 50 ans, je gagne ma vie avec mes idées. D'abord dans la pub, dans la presse, dans les livres, à la télé, maintenant dans les films et dans les séries. C'est-à-dire que moi, mon boulot, ça a toujours été d'inventer. Donc, en fait, je suis connu comme animateur parce que c'est normal, tout le monde m'a vu à la télé. Mais en fait, je continue à inventer aujourd'hui des séries, des films, Ouais. C'est un boulot, je suis concepteur. Mais ce qui est génial avec la télévision, avec votre télé, Thierry, c'est qu'elle épouse l'époque, qu'elle montre la richesse des temps. C'est une télé de service public, au fond. C'est une télé. J'étais très heureux. Ouais. J'étais très heureux dans le service public. J'ai fait Lunettes Noires, j'ai fait Double Jeu, j'ai fait Tout le monde en parle, j'ai fait quelques trucs. J'ai été viré une fois de plus parce que je voulais continuer à faire mon émission sur Paris Première qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré, le fameux dîner. J'ai été viré, je suis parti sur Canal, mais franchement, là, je suis content, j'espère y revenir dans les mois qui viennent, et franchement, je suis très heureux, parce que pour moi, la télévision, c'est le service public, et comme je dis tout le temps, mon mantra, mon leitmotiv, c'est toujours de dire, le service public doit être l'école du peuple, parce que moi, je suis un enfant de l'ORTF, c'est-à-dire que moi, quand j'étais môme, quand j'étais adolescent, mes parents n'avaient pas trop de blé, on habitait en province, je m'emmerdais, ma fenêtre sur le monde, c'était l'ORTF. Et je regardais l'ORTF, que c'était mon université, comme disait Philippe Clay. Et donc, ça doit être l'école du peuple, comme ça a été mon école. C'est-à-dire, c'est un moyen de faire monter le niveau des gens. C'est quelque chose de très humaniste, en fait. Et le boulot des producteurs du service public, ça doit être de spectaculariser la culture. Ouais. Parce que si c'est pour faire... ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, si entre nous, Thierry, c'est pas vraiment ce qu'on voit c'est-à-dire que jour. souvent, par exemple, on vous met les chorégies d'Orange le 2 août, à 20h50 sur France 2. Ça fait 2% de part de marché. Et le lendemain, les mecs disent, ouais, bien, la culture, ça marche pas. Bah oui, la culture comme ça marche pas. Moi, ce que j'ai essayé de faire, par exemple, dans Tout le monde en parle. Ouais, on va voir d'ailleurs des images. Il y avait des bimbos avec des gros seins, il y avait des humoristes, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs, mais il y avait aussi Houellebecq pendant 38 minutes. Là, on voit Ray Charles. 38 minutes. Ça, c'est Baudelaire. Ouais. Il y avait Baudelaire aussi. Baudelaire, ça, c'est Bret Easton Ellis. Il y avait les vrais aussi. Il y avait Robbie Williams, le vrai. Ce qui était incroyable, c'est qu'au milieu de tout ça, vous aviez Bret Easton Ellis, Houellebecq, d'Ormesson. Et les gens qui regardaient ça le samedi soir, comme ils savaient que ça allait durer 12 minutes, l'interview de Bret Easton Ellis, ils regardaient. Et donc, ils se cultivaient. Et c'est ce que j'appelle on ne trappe pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire qu'il faut spectaculariser la culture pour qu'elle soit digeste
pour le plus grand nombre. Oui. Ça, c'est formidable parce que je pense encore à ça. C'est un rêve de gosse, quoi. On a l'impression, quand on vous entend, Thierry, du gamin, vous êtes resté un gamin, quoi. Malheureusement. Je suis comme non, un mais gosse. toujours en train de dire, ah, j'ai une idée, pourquoi on ferait pas comme ça? Ce matin, j'ai appelé Philippe Tullier, j'ai dit, voilà, j'ai une idée pour la case du vendredi soir sur France 3, j'ai une idée... Oui, mais enfin, quand vous en entendez qui vous disent « Ah tiens, j'ai une idée, on pourrait refaire le Grand Échiquier. » le Grand Échiquier. J'ai une idée, on pourrait refaire Interville. Et non surprise, les enfants de la télé, c'est-à-dire, dernièrement... C'est pas très créatif. Dernièrement, c'est vrai, on a eu droit, à la télé publique, à une avalanche de remakes, c'est-à-dire à tous ceux que vous venez de citer, évidemment. Et je ne pense pas que le rôle du service public en 2020 ou en 2019, ça soit de refaire Les Enfants de la télé, par exemple, qui est une émission formidable, hein, je ne critique pas du tout. Enfin, on l'a vu, c'était il y a 20 ans, fini, quoi. Voilà. Alors pourquoi ça n'invente pas des choses nouvelles là? Pourquoi il n'y a pas la culture qui vibre? Parce que, et ça, je pense que ça va changer dans le deuxième quinquennat, j'espère en tous les cas, dans le deuxième quinquennat de Delphine Ernotte, l'impulsion doit venir des patrons. Si le patron, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi si j'étais pas tombé sur des gens comme Hervé Bourges, Pascal Joseph, Marie-France Brière, je n'étais pas tombé sur ces gens-là, j'aurais jamais rien fait. Parce qu'il faut qu'ils aient confiance envers les saltimbanques, des gens comme vous, qui disent mais en plus, on y va, on va essayer. On peut arrêter en plus. Moi j'ai fait une émission complètement branque qui s'appelait Hardimat, où j'avais un chien et je disais si vous regardez pas l'émission, je tue le chien. Bon, cette émission, on a fait 7 numéros. Au bout de 7 numéros, ils m'ont dit bon, Thierry, ça va, on se calme, voilà. Mais j'ai arrêté. Je veux dire, c'était pas le problème. C'est pas grave de se planter au fond. Non, parce que en plus cette émission Hardimat, vous la verrez sur YouTube, elle est vraiment bien. Avec le temps, elle va devenir culte. Ah, vous allez voir, parce que quand même l'histoire du chien, quand même. Mais bon, donc j'avais le loisir de faire. Quand Bourges m'a arrêté une émission, c'était à Noël, il m'a arrêté Double Jeu la deuxième année parce qu'on allait trop loin, etc. La première chose qu'il me dit bon. C'était le CSA de l'époque. On vous demande d'arrêter l'émission, on va en faire une autre. Hein. Et un mois après, j'en fais une autre. Bah oui, parce que c'est ça, au fond. Oui, non, c'était... Vous êtes des grands gamins, je disais encore, des grands gamins, parce qu'au fond, il faut bousculer tout ça. Quand vous regardez l'ORTF, vous voyez comment ces gens-là s'amusaient. Quand vous voyez Jean Poiret, Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, mais ces gens-là riaient. D'ailleurs, quand on voit ce film sur les pionniers, qu'on va voir sur France 3, etc., que vous racontez, ce qui ressort, c'est la rigolade. C'est qu'au fond, on a l'impression d'une époque joyeuse, où on se prenait pas au sérieux. Les Français, paraît-il, les Français, paraît-il, rient 5 fois moins que dans les années 50. Alors que dans les années 50, on sortait de la guerre, moi j'étais tout petit, mais on reconstruisait la France, etc. Donc ce que je veux dire, et les gens étaient là, ils rigolaient. Il y avait la caméra invisible, d'ailleurs on le voit dans le film. Non mais quand ils font la caméra invisible à Tchernia, qui était quand même le mec le plus sympa du monde, et il y a Pierre Etex, donc, et Pierre Etex dit quoi? Je comprends pas ce que vous dites, quoi? Et Tchernia, on sent que il est là, il s'énerve pas. Et puis après, on lui dit, c'est pour la caméra invisible. Et alors, il y a un document, à un moment, on voit un type qui dit, voilà, vous savez, la technologie va évoluer. Un jour, avec votre téléphone, vous pourrez acheter un produit qu'on vous proposera à la télévision. Et puis, en appuyant sur un bouton, vous pourrez confirmer votre choix. C'est vrai. Et là, tout le monde le regarde en se disant, mais ce type est fou. Ils étaient quand même géniaux. Non, c'est l'époque, faut quand même pas oublier. Sur le plan musical, il y avait l'IRCAM. C'était quand même une époque où l'État, parce que moi je suis libéral, mais il y a des moments où on est obligé d'avoir l'État. Parce que le privé ne va pas financer l'INA, l'IRCAM et tous ces organismes qui aident la culture comme ça. C'est pas possible, ils vont pas le faire. L'INA, c'est incroyable ce qu'ils font. Il y a des pays, moi je vois quand j'y vais, il y a des gens qui viennent du monde entier en disant on voudrait faire une INA chez nous, comment on peut faire, expliquez-nous, etc. Je veux dire, l'INA... Tout ce qui sort est à l'INA. C'est-à-dire même les émissions sur lesquelles ils n'ont pas les droits de vente, elles sont au dépôt légal à l'INA. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Là, ce qu'on dit là... C'est fou. Ça sera des archives. Ça sera à l'INA. Alors, tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans 100 ans, là, on leur fait un petit coucou. Dans 100 ans, voilà, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. J'espère que la société est mieux que la nôtre. Dans 100 ans. Oui, on peut leur souhaiter. C'est ce que j'en suis sûr. Pas dire autre chose, je suis optimiste. Mais quand on va aller sur Arditube, on va voir aussi Gainsbourg qui fait sa propre auto-interview avec Gainsbar. Bien sûr, il y a tout. On va voir les descentes de police. C'est classé, il s'est classé par émission. Donc il y a Bain de minuit, Lunettes noires, tout ça. Et après, il y a des classements spécifiques, c'est-à-dire par exemple
Gainsbourg dans toutes mes émissions. Depuis, Ah ouais. depuis Bam Minuit, enfin Lunettes Noires, jusqu'à sa mort. Bon. Ouais. Donc classé par invité. Il y a aussi des classements par interview. C'est-à-dire toutes les interviews première fois, toutes les interviews Alerte Rose, toutes les interviews, les conneries que j'ai fait. Non, mais c'est dingue. Hein. Et donc c'est un boulot de chien. Non, C'est fou. mais je m'entends très bien avec Lina. Et je dois dire, c'est que c'est un métier, le métier que je fais, qui est extrêmement éphémère. Parce que quand vous faites quelque chose à la télé, par définition, ça s'évapore instantanément dans l'éther. Bon. Moi, j'ai toujours pris beaucoup de soin pour faire mes interviews, c'est-à-dire elles étaient écrites, elles étaient montées, elles étaient écrites, tournées, montées, mixées. Donc c'est à chaque... Et puis je faisais pas les interviews, salut, comment tu vas? Je faisais des interviews sur la vie des gens, ton père était fraiseur-tourneur, ta mère était infirmière, on repartait. Bon. Et tout ce travail, je ne peux pas vous dire, je suis très heureux, parce que dans un métier si éphémère, c'est tellement récompensant de voir que toutes ces nuits blanches, parce que quand... Dans Double Jeu, j'avais quand même 18 interviews. Dans Tout le monde en parle, pardon. Dans Tout le monde en parle, j'avais quand même 18 interviews par semaine. Hein. Et donc, tout ce travail, il est quelque part dans un cloud. Voilà. Ouais, c'est dans le cloud. Mais là, c'est le vrai cloud. On peut Là, on peut y aller. Là, on peut vraiment Ça s'amuser. s'appelle Là, Harditube. là, on peut vraiment s'amuser. Ouais. Ouais. Merci Thierry. Merci de on votre sait accueil. qu'on va vous voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va vous voir. On ne peut pas. Quand je reviens. Vous n'arrêtez pas d'avoir des idées. Je suis sûr que vous en avez une qu'on va bientôt découvrir. Ah, vous allez voir. Non, mais là, vous êtes. La meilleure idée que j'ai jamais eue, c'est ma prochaine émission. Mais je peux pas en parler. Mais je reviendrai. Si vous m'invitez, je reviendrai au mois de janvier vous en parler. On vous invitera, vous, en vrai. Voilà. Hein, ni votre avatar, ni rien. Voilà. Allez, merci, Thierry Ardisson était avec nous. C'était un bonheur de lui dire merci Thierry merci à pour vous, merci toutes de votre ces années accueil. de bonheur à la télé et ailleurs. Cool. Merci. Cool.